Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir retrouvés, Alexandre Gadier et moi, pour cet entretien autour du patrimoine, autour de Paris, autour du projet de musée, de la préfiguration de musée du XVIIe siècle. Alexandre Gadier, bonjour. Bonjour. Nous revoilà donc, après que nous nous soyons quittés après que nous nous sommes quittés sur l'église Notre-Dame de Lorette, ce qui me conduit à vous demander d'aller un peu plus loin dans votre transmission dans la transmission de votre connaissance des églises. Il me semble que vous avez aussi parlé des problèmes que le tourisme, Paris est la plus grande destination touristique au monde, pose partout où il se développe. Et il me semble qu'en face de ce développement et de ses conséquences, il y a peu de réponses, et il y a peu de réponses notamment à Paris, que les églises pourraient être une des réponses. Un circuit des églises, une visite des églises serait une autre façon de voir Paris et une façon aussi d'attirer les touristes vers autre chose que les lieux traditionnels où ils ont tendance à s'entasser. Oui, mais d'abord, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, et si vous êtes d'accord avec cette idée, est-ce que l'état des églises de Paris serait à la hauteur d'un projet de cette nature ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question qui éveillent des réflexions diverses, voire contradictoires. D'abord, peut-être il faut poser comme préalable que les églises de Paris et d'ailleurs en France se heurtent à un problème qui est un problème culturel et politique, qui est on va appeler ça l'anticléricalisme de bon ton du français moyen, voilà, qui n'est pas trop d'accord avec cet héritage ou ce que l'Église peut encore représenter aujourd'hui, malgré toutes ces difficultés qu'on connaît, qui est un fond de sauce que moi, je n'avais pas mesuré complètement et que j'ai mesuré. Vous m'avez fait le plaisir de parler de la préfiguration du musée dont je m'occupe, le musée du Grand Siècle. J'ai mesuré parce qu'on vient d'ouvrir un pavillon de préfiguration dans le petit château de Sceaux, donc un domaine départemental. C'est un musée qui est porté par le département des Hauts-de-Seine. Et nous avons exposé une 50aine de tableaux pour l'ouverture, dont des tableaux de Pierre Ausembert, qui est le donateur très généreux à l'origine duquel nous avons trouvé la force de faire ce projet. Et nous avons eu la surprise, en interrogeant le public, en direct, c'est-à-dire soit par un livre d'or numérique à remplir, soit des commentaires lors des conférences qu'on peut donner, de la réaction extrêmement négative devant les tableaux religieux. Alors évidemment, pour le XVIIe siècle, ça pose un problème. Alors, négative, soit parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le sujet, c'est souvent des sujets un peu compliqués, ou alors des sujets un peu gore, comme on dirait dans le cinéma. Mais par principe, ça provoque, on l'a constaté, alors c'est peut-être un hasard, sur 4 mois, on a vu passer quelques milliers de personnes, ça peut-être ne suffit pas à faire une règle, mais j'ai été frappé tout de même d'une assez grande unanimité, au moins de mise à distance, sinon de rejet. Et ça rejoint ce que je disais sur l'anticléricalisme qui a été construit en France politiquement et qui a abouti à Paris, capitale particulièrement avancée, progressiste, à considérer les églises non pas comme un patrimoine majeur, mais comme un patrimoine secondaire. C'est-à-dire, au fond, le touriste, il vient peut-être voir Notre-Dame parce que c'est Notre-Dame, encore qu'en ce moment ce soit compliqué, le Sacré-Cœur parce qu'il y a un beau coup d'œil, mais c'est pas son objectif. Et ça parle d'une histoire que la France elle-même ne porte pas vraiment. Donc il y a ce problème de déconnexion franco-français, et puis ensuite, évidemment, si on n'aime pas les choses, c'est difficile de les mettre en valeur pour les autres. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, et alors ça se greffe à ce que nous disent les sociologues aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en phase de déchristianisation beaucoup plus spectaculairement avancée que ce qu'on pouvait imaginer. C'est comme tout, ça craque pendant très longtemps, doucement, puis d'un coup, ça craque d'un coup. Et là, on s'aperçoit quand même que, et moi je l'ai vu comme enseignant, on a un tel recul maintenant dans l'effondrement que quand on parle d'un tableau, une chose qui paraissait aller de soi, laisser venir à moi les petits-enfants, le martyre de tel saint, plus personne ne sait rien. Donc ça pose une difficulté qui n'est pas du tout inquiétante, et c'est le propre de la culture, il faut monter le niveau, donc on est là pour ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué du coup de dire que les églises vont être un fer de lance touristique, parce qu'il va falloir se battre d'abord contre nous-mêmes, puis ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail sur nous, il va falloir faire un travail pour aller vers les autres, parce que dans les touristes, on entend un tourisme international, évidemment. Donc on entend les tourismes de pays où la culture religieuse n'est pas forcément plus développée que la nôtre, ou complètement différente.
peut-être pas aussi absente qu'elle l'est en France, qui a peut-être un cas assez exceptionnel en Occident, qu'on mesure peut-être pas aussi d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire qu'il y a ce phénomène de la transmission vers d'autres cultures complètement différentes. Donc, c'est une proposition ambitieuse que vous faites. En tout cas, il faut réfléchir à ce qu'on va faire de nos églises, parce que c'est un patrimoine relativement important numériquement, hein, plus de 700 églises à Paris, intramuros, si on compte bien sûr les chapelles d'hôpitaux, les chapelles de cimetières, plus les paroissiales, plus les couvents, etc. C'est un patrimoine très hautement qualitatif, comme diraient les commerciaux, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un patrimoine qui va du haut Moyen-Âge, hein, pour les plus anciens édifices, Saint-Julien-le-Pauvre, Saint-Pierre de Montmartre, la chapelle Saint-Aignan près de Notre-Dame, jusqu'au XXe siècle inclusivement, avec des choses exceptionnelles au XXe siècle. Hein. Je ne fais pas de distinguo. Le patrimoine, comme disait le poète, on n'aime pas les pierres parce qu'elles sont vieilles, mais parce qu'elles sont belles. Et il y a évidemment des choses spectaculaires dans l'architecture du XXe religieuse. Je pense à une chose qui est complètement aujourd'hui, à mon avis, méconnue, même du Parisien. Alors du touriste, on n'en parle pas. Et je l'ai vécu parce qu'on s'est pris par la main avec mon épouse et on a fait le tour de ces chantiers du Cardinal, qui sont les grandes églises des années 30, à un moment où il y avait à la tête de l'archevêché de Paris un type extraordinaire. Cardinal Verdier, je vois que ça parle à certains. Un Aveyronais né à la Croix-Barès, dans l'Aveyron. Un Aveyronais, malin comme un singe, roublard, et qui a monté ces chantiers du Cardinal, qui a réussi à, évidemment, porter la parole du Christ par des églises neuves, dans des quartiers où il n'y en avait pas de prévu, parce qu'on était déjà après la loi de séparation, et que, évidemment, l'église n'était plus au centre du village, mais très à la périphérie. Et donc, ces églises 30, elles ont été commandées à de très grands artistes, hein, souvent des grands architectes. On pense à Paul Tournon, par exemple, place Daumesnil, l'église du Saint-Esprit, à de grands artistes. Il y a du Maurice Denis, il y a des grands vitraux, il y a des grands confessionnaux, il y a beaucoup de sculptures art déco, tout ça, c'est extraordinaire. C'est pas tellement connu, et il y en a dans Paris intramuros, il y en a au bord de Paris, puis il y en a dans la banlieue ouvrière. Donc, le XXe siècle, je faisais cette parenthèse pour insister sur la qualité, hein, de l'architecture religieuse. On n'y pense pas souvent, on est trop peut-être habitué à parler de l'Église comme un monument du Moyen-Âge ou du XIXe siècle. Hein. Donc ça me paraît très important. Alors à partir de là, cette qualité très importante de nos églises, leur nombre important, ça devait finir à poser un problème politique, c'est-à-dire il faut une priorité. Du temps où la mairie était à droite, il y avait un maire qui s'appelait Jacques Chirac, qui n'était pas tellement connu pour son amour du patrimoine, pour dire le moins, mais enfin, il y avait eu un plan Église qui avait été lancé. Et ce plan Église, il avait été très ambitieux, hein. Je crois qu'il était doté d'une somme colossale, je crois que c'était 1 milliard de francs dans mon souvenir. Et puis, au premier coup de grisou budgétaire, c'est naturellement la première chose qui a été supprimée. Ça a permis de restaurer l'intérieur de l'église Saint-Gervais, à l'époque, qui était très proche du président Chirac pour d'autres raisons, et puis Saint-Étienne-du-Mont, l'intérieur de Saint-Étienne-du-Mont. Et puis, lorsque la gauche est arrivée à Paris, là, il y avait à la fois une situation sanitaire qui n'était pas très bonne dans les églises, hein. Il faut bien être honnête, l'héritage n'était pas complètement bon. Et puis, il y avait une urgence politique qui n'était pas tout à fait celle-là non plus. Donc, il y a eu un temps où, sans doute, les investissements publics de la mairie n'ont pas été assez développés. Et l'actuelle mairie a fait mieux. Mais ce qui me frappe quand on se promène, c'est qu'il n'y a pas de logique dans les restaurations. C'est-à-dire c'est des restaurations à la pierre qui tombe. Vous avez une chute de pierre sur une façade. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Hein, Saint-Augustin. Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Hein. Saint-Paul-Saint-Louis, j'étais là, j'ai vu la pierre tomber. À 11h du soir, c'était très impressionnant. Elle s'est décrochée de la façade 17e, elle s'est écrasée sur le parvis. On était juste à côté avec un ami, et toute la journée, il y avait une kermesse avec les enfants qui étaient au pied de la façade avec leurs parents. Je ne sais pas s'il faut croire au miracle, mais enfin, ce jour-là, il y en a eu un. Et donc, on a restauré ces deux façades. Mais derrière, on n'a pas restauré. Donc, il y a un côté comme ça, paré au plus pressé. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de façades sous échafaudage. Donc, ça, on voit que c'est mieux, qu'il y a un vrai effort. L'adjointe à la culture, elle aime sincèrement ces questions-là, et elle essaie de le porter le plus possible. Mais on a un temps de retard énorme, et il suffit de voir certaines églises. Je ne sais pas si vous êtes rentré récemment dans l'église Saint-Méry, derrière Beaubourg, par exemple. On a refait la façade, mais quand vous entrez, ça serre le cœur. Hein, vraiment, on a l'impression presque qu'il y a eu la Révolution. Vous voyez, une église complètement abandonnée sur elle-même, comme ça. Squattée, on a l'impression qu'elle a été... C'est très, très gênant. Donc, beaucoup de travail. Et on se souvient qu'on avait tous rigolé quand Madame Hidalgo avait dit, au moment de l'incendie de Notre-Dame, je donne 50 millions pour Notre-Dame. Mais non, occupe-toi des églises, c'est déjà important. Je me permets de la tutoyer très familièrement, républicainement parlant, mais occupez-vous des églises, évidemment. Vos églises, nos églises, le patrimoine commun.
Oui, parmi celles-là, il y a cette idée que je soumets à votre sagacité et à celle de nos auditeurs, qui est d'avoir un parcours à travers les églises qui va en effet jusqu'au XXe siècle et qui peut montrer des églises dont les architectures ou les aménagements sont littéralement extraordinaires. Je pense par exemple à l'église Sainte-Eugénie à côté du conservatoire dramatique, qui est un endroit qui est, je crois, occupé par des militants très traditionnalistes, enfin occupé, utilisé, mais peu importe, l'architecture est ce qu'elle est tout à fait surchargée et extrêmement vraisemblable. Ou alors une autre église, mais qui est, elle, dans un état extrêmement préoccupant, puisque le commissaire de police du quartier m'a dit qu'il songeait à la faire fermer à cause de l'état du système électrique qui risquait à tout moment de déclencher un incendie. C'est l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle qui a été construite à l'initiative d'Anne d'Autriche quand elle a enfin été enceinte, et qui a le seul baptistère creusé dans le sol qu'on puisse trouver à Paris, qui elle est une église dans un quartier où la population est de moins en moins nombreuse et de moins en moins catholique, mais qui cependant reste, etc. Et puis on peut aller jusqu'à Saint-Germain-de-Charonne, qui est un des rares endroits où on peut voir à peu près comment était le Paris avant Haussmann. Il suffit de se mettre une œillère à droite pour ne pas regarder les tours de Jean Tibéri, et on voit cette église de campagne avec son cimetière à côté et quelques... Enfin, voilà, ça donne une idée de la diversité de ce que pourrait être. Et j'y pense parce que pour moi, le modèle de ça, c'est ce qu'a fait Patrice Martinet, qui a longtemps dirigé le théâtre de l'Athénée, mais qui avait aussi inventé quelque chose qui s'appelait Paris Quartier d'été, et qui consistait à faire venir des spectacles l'été dans des endroits que les Parisiens eux-mêmes ne connaissaient pas, la plupart du temps en plein air, parce que généralement le temps s'y prêtait, et qui a été pour beaucoup l'occasion d'enchanter certains lieux et de les découvrir. Et je me disais qu'au fond, peut-être de manière permanente, ceci serait possible autour des églises. Mais laissons les églises, mais ne laissons pas Paris, parce que dans notre précédente conversation, à une ou deux reprises, vous avez lâché une pique contre le baron Haussmann, le regretté baron Haussmann, et vous êtes connu pour être l'un de ses adversaires posthumes. Alors, beaucoup de gens... Alors, vous avez, je crois, à juste titre... rappeler l'importance de Chabrol et l'importance de Rambuteau, mais pour ce qui est d'Haussmann, au fond, beaucoup de gens disent que si Paris est vivable aujourd'hui, c'est grâce à lui. Que leur répondez-vous ? Beaucoup de choses. Je fais juste peut-être quand même un retour sur Saint-Germain-de-Charonne qui vient d'être restauré. Donc ça, on ne peut pas critiquer. Et ça a été restauré de manière à lui garder justement son caractère d'église de campagne. Absolument. Et je voulais, parce que je sais que vous êtes un grand amateur de cinéma comme moi, je voulais rappeler que le mariage final qui clôt ce chef-d'œuvre, qui est Les Tontons Flingueurs, se déroule à l'église Saint-Germain-de-Charonne. Voilà, pardon. Non, le baron qui a jamais été baron, le préfet Haussmann, voilà encore une usurpation intéressante. J'ai beaucoup travaillé sur lui depuis longtemps. J'ai pas changé complètement d'avis, mais je pense que j'ai essayé de progresser. C'est l'intérêt de travailler longtemps sur des sujets. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que l'historiographie de ces 20 dernières années a complètement transformé notre vision d'Haussmann. Non pas pour, contre, beau, pas beau, utile, pas utile, mais elle a transformé le contexte, le regard qu'on a porté sur le contexte dans lequel tout ça s'est fait. C'est-à-dire que il y a eu le dernier ouvrage d'un historien que j'aimais beaucoup, Pierre Pinon, s'appelle Le mythe d'Haussmann. Et en fait, il a vu juste. C'est-à-dire qu'Haussmann a réussi un coup assez formidable, qui est de construire un mythe auquel nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et les archives, l'examen un peu sérieux de ce qu'il y avait avant et juste après, nous montrent que c'est un faiseur assez génial. Alors, je m'explique. Il y a eu 2 événements importants. La Commune de Paris, qui a mis Paris à feu et à sang, et Dieu sait que je n'aime pas la Commune et j'en serai jamais le turiféraire, mais toujours le contempteur, contrairement à la mode peut-être actuelle. Et cette destruction de Paris, c'est aussi une destruction des archives. Et on a beaucoup dit qu'il y avait, au fond, les archives d'Haussmann avaient brûlé à l'Hôtel de Ville, hélas, puisque l'Hôtel de Ville a été incendié par les communards, avec tous les tableaux du premier musée carnavalais, je le rappelle quand même, 140 tableaux. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il a écrit des mémoires, publiés l'année de sa mort en 1891, 3 volumes, extraordinairement forts sur le plan du récit et de l'écriture.
Et au fond, s'est installé un conformisme extraordinaire qui a consisté à dire il n'y a plus d'archives, la ville existe, donc pour travailler sur la ville haussmannienne, il n'y a qu'à regarder ce qu'il y a, et puis il n'y a qu'à lire les travaux du baron qui nous a raconté de sa vie, son œuvre. Et naturellement, si on fait un tout petit peu attention au principe même de la rédaction des mémoires, c'est rarement un exercice d'honnêteté et d'humilité, on peut être d'accord avec ce point. Et donc, évidemment, Haussmann a fait comme tout le monde, il a raconté des cracks formidables dans ses mémoires. Voilà. Bon. Mais tant qu'on n'a pas été un peu regardé de près, eh bien, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas s'apercevoir, au contraire, qu'il y avait ces mensonges, des mensonges particulièrement importants, pas une date arrangée, une rencontre avec Napoléon III arrangée. Et puis, il y a un troisième élément qu'on n'a pas du tout pris en compte, qu'on a même oublié parce que ça fait partie de notre inculture politique, c'est la haine viscérale de la Troisième République pour Napoléon III. Si vous allez place de la Nation, maintenant on peut traverser de manière plus civilisée grâce aux nouvelles places parisiennes, il y a un peu plus d'arbres, moins de voitures. Allez voir le monument, le chef-d'œuvre immortel de Dalou, si vous aimez la grande sculpture fin 19e, démonstrative, mais pas seulement, la France républicaine marchant sur son globe. Vous le savez, elle est sur un char qui est tiré par des lions. Et tenu par la crinière, selon la célèbre image qui remonte à l'Antiquité, le pouvoir qui tient la force. Et puis, glissez-vous sous le char, il y a des grandes roues Louis XIViennes, c'est un char étonnant pour la Troisième République. Et qu'est-ce qu'il y a dessous ? Moi, je pensais qu'il y avait éventuellement quelque chose lié à la Révolution française. Il y a la couronne de Napoléon III, son sceptre et son manteau de sacre. Le char de la République roule sur Napoléon III. Le monument a été posé en 1899, donc on est déjà assez longtemps, même s'il a été commandé plus tôt. Donc cette haine, c'est là où je veux en venir, elle nous a fait perdre de vue que, évidemment, pour l'historiographie républicaine, Haussmann, c'est mieux que Napoléon III, mais Napoléon III, c'est le boss, comme Louis XIV à la place de Colbert sous la Troisième République. Et donc, en réalité, c'est d'abord par les anglo-saxons qu'on progresse, comme d'habitude. Première thèse sur le Paris d'Haussmann, c'est Pinckney en 1953 qui appelle son livre « Le Paris de Napoléon III ». Le mot d'Haussmann n'apparaît pas dans le titre. Et puis on va jusqu'aux découvertes incroyables, notamment par le marché de l'art, puisque à Drouot, à la fin du XXe siècle, un grand historien qui est décédé, hélas, Pierre Cassel, qui était le directeur de la bibliothèque administrative de l'Hôtel de Ville, grand savant, un chartiste merveilleux, avait pu acheter aux descendants du comte Siméon des papiers qui étaient restés dans la famille. Et alors, ce comte Siméon, c'était une phrase dans les mémoires d'Haussmann. Un imbécile Louis-Philippard qu'il avait mis à la porte en arrivant. En fait, pas du tout. Le comte Siméon a été choisi par Napoléon III pour faire une commission des embellissements de Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot embellissement, qui vient du XVIIIe, avait été conservé par l'empereur, qui avait une culture assez mêlée, et pas très solide. Et malgré son séjour londonien, il avait gardé ce terme de embellissement qui fleurait bon les Lumières, le XVIIIe siècle. Et le rôle de la commission, c'est de préparer des percements, donc, vous voyez, avant Haussmann, et puis de définir ce qu'il faudrait conserver. C'est extraordinaire. Napoléon III est tellement malin, par rapport à son préfet qui est un butor, qu'il intègre tout de suite l'idée qu'il y aura des choses à conserver. Et pas du tout à démolir quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il en coûte haussmannien, c'est on démolira quoi qu'il en coûte en termes patrimonial. Et il a démoli le vieux, le neuf, le beau, l'ancien. Et ces destructions ont une logique de machine et pas une logique d'aménagement. Au sens un peu sensible si ça peut être possible dans ce terme. Et donc, à la fin, quand vous voyez le substrat culturel de la période précédente, Restauration, monarchie de Juillet, où on a réfléchi sur les questions de transformation de la ville, on perce, on élargit, on se met ailleurs, on fait des quartiers dans les champs, toutes les solutions étaient envisagées. Il y a même un colloque il y a quelques années qui s'est appelé « La modernité avant Haussmann ». Le titre est formidable, mais en même temps il est un peu idiot. Enfin, vous voyez, comme s'il y avait une espèce de point fixe, puis on regardait un peu avant, un peu après. Non, il n'y a pas une modernité avant Haussmann, il y a Haussmann qui n'est pas moderne. C'est ça, il faut remettre dans le bon sens. Et en fait, tout ce substrat aboutit à, sous le Second Empire, une volonté politique, c'est Napoléon III, un système très malin d'expropriation et de fabrication administrative de la ville, c'est Persigny, le plus malin de la bande, comme disait Napoléon III, malheureusement le seul bonapartiste, mais il est fou. Et puis évidemment les grandes banques, derrière Morny, etc. Et donc Haussmann se réduit comme une peau de chagrin. Au fur et à mesure, en fait, l'énorme statut qu'il avait enflé dans ses mémoires, ça devient, comme aujourd'hui, un préfet exécutant, mais avec un talent exceptionnel, ça il faut lui reconnaître ça, une énergie indomptable, il en fallait certainement pour avancer dans un chantier aussi compliqué, quand on sait la difficulté de faire avancer un dossier même petit aujourd'hui encore, et la qualité du personnel qu'il a appelé à lui. C'est-à-dire qu'il avait au moins une qualité, c'est de ne pas s'entourer de médiocres,
comme le font quelquefois des grands hommes. Nous sommes même peut-être quelquefois amenés à les considérer en ce moment de très près, au plus haut sommet de l'État. Et donc nous avons là quelqu'un qui sait appeler à lui le meilleur ingénieur, c'est Belgrand, le meilleur dessinateur de parcs, c'est Alphand, etc. Il a qu'un défaut dans ses collaborateurs exceptionnels, pas de chance pour nous, et il a un très mauvais goût en architecture en plus, ce qui peut arriver au 19e siècle, et donc il préfère le plus mauvais architecte du Second Empire, Daviou, à l'immense Hittorf, Jacobinius Hittorf, l'architecte allemand qui a donné le plus beau monument du Second Empire, après Garnier peut-être, qui est bien sûr la gare du Nord. Cette merveilleuse gare du Nord qui vient d'être rescapée de justesse d'un projet de supermarché monstrueux et qui est un monument que là ici il faut engager les gens à regarder. Alors c'est pas un quartier où on aime bien trop flâner peut-être, mais cette façade de temple antique transfigurée en temple de la machine à vapeur, cette halle gigantesque qui tient sur presque rien, quelques petits poteaux aussi maigres que les pieds de nos micros ici, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Il faut prendre le temps de regarder l'architecture d'Hittorf. Alexandre Gady, je vous remercie. Nous allons nous retrouver pour parler de la défense du patrimoine et pour parler aussi du musée du Grand Siècle.